Bien, bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous. Donc, première information que je vais vous donner qui va vous permettre de comprendre pourquoi je suis sur ce fauteuil ce soir, c'est que je vous transmets les excuses de Monsieur le maire, qui malheureusement a été rattrapé par le Covid et qui donc est souffrant et à l'isolement pour quelques jours. Donc évidemment, on lui transmet tous nos vœux de prompt rétablissement. Je vais demander à quelqu'un si quelqu'un veut bien se dévouer pour être secrétaire de séance. Maxime Pellissier, merci. Et je vous propose donc de voir un peu, faire le point sur les procurations, justement. Alors, Madame Vigneault à Monsieur Beaucamp, Madame Fuster à Madame Fritsch, Monsieur Bertrand à Monsieur Morisset, Monsieur Perrondet à Monsieur de Bever, Madame Lescombe à Madame Leblanc et Monsieur Camus à Monsieur Masse. Je pense que ça couvre tout le monde. Voilà. Alors, je vous propose ensuite de passer en revue, de valider le procès-verbal du 19 janvier 2022. Est-ce qu'il y a éventuellement des commentaires, en sachant que Madame Crombé, on a bien pris en compte les corrections que vous avez demandées sur la délib numéro 1. Voilà. Donc, s'il y a éventuellement d'autres remarques, non. Bon, bien, donc, je vous remercie. Donc, on valide ce procès-verbal. Ensuite, les décisions du maire, donc, qui vous ont été communiquées. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques ? Non plus. Bon, eh ben, je vous propose donc de l'acter également. Alors, quelques éléments d'information avant de débuter l'ordre du jour de notre conseil. Tout d'abord, des informations, c'est dans l'actualité immédiate sur le Covid-19. Vous le savez, depuis le 19 mars, le gouvernement a levé un certain nombre de mesures de restrictions sanitaires. Dans nos écoles, nous sommes passés en niveau 1. Le conseil municipal de ce soir, comme vous pouvez le constater, donc, peut se tenir sans masque. Bien évidemment, il s'agit de rester vigilant. On le voit, les contaminations néanmoins se poursuivent. Et donc, évidemment, les gestes barrières sont à recommander, surtout vis-à-vis de nos aînés et des personnes les plus fragiles. On peut évidemment donner un grand coup de projecteur sur notre centre de vaccination à Lacanau, qui a fonctionné plus d'1 an. Il a fermé ses portes définitivement le 28 février dernier. Et on peut saluer le travail des médecins, des bénévoles, des infirmiers, des élus, des services municipaux qui ont été très fortement mobilisés durant cette période, ce qui a permis de délivrer 50 000 doses de vaccins, ce qui est donc tout à fait considérable et c'est une grande fierté pour notre collectivité. Donc encore une fois, merci à tous et à tous ceux qui ont participé à cette tâche qui fut très appréciée. Quelques éléments culturels. Rappeler, alors pour ceux qui ne le savent pas, donc nous avons un généreux Canolais qui nous a fait le don d'un piano à la commune. Et donc on a décidé de le mettre et l'installer dans le hall de la salle Lescours, de façon à ce qu'il puisse profiter au plus grand nombre. Et afin de remercier notre donateur et de le découvrir l'instrument en action, si on peut dire, nous inaugurerons donc ce piano ce vendredi à 19h dans le hall donc de Lescours. Il sera suivi ensuite d'une suite de soirées également exceptionnelles, puisqu'il y aura la retransmission d'un concert symphonique de l'Opéra de Bordeaux. Et ce sera le concert Monstres et créatures, qui est en fait un medley des plus grands airs de symphoniques des films fantastiques. Donc voilà, donc c'est une très belle soirée en perspective qui est totalement gratuite, donc évidemment ouverte à tous, et je vous incite tous à y participer. Autre élément, la deuxième date de notre nouvelle saison culturelle qui aura lieu le samedi 26 mars, toujours à la salle Lescours. Je vous rappelle le succès de notre première date qui était le spectacle Ben-Hur. Donc on espère évidemment le même succès pour le spectacle du 26 mars qui sera un spectacle de danse de la compagnie Illicite et mis en scène par le chorégraphe Fabio Lopez. Dans le domaine du sport et de la santé, Lacanau participera cette année à l'événement des Parcours du Cœur. Donc, c'est la plus grande opération préventive santé organisée en France. Donc, les Canolais sont invités à participer à ce moment à la fois sportif mais convivial, en venant donc faire des tours du stade Albert François de 10h à 20h le 1er avril. Notons que ça sera l'occasion aussi à 19h30 d'inaugurer sur le stade la piste d'athlétisme qui a été fraîchement rénovée, comme vous avez peut-être pu le voir en passant à proximité. Info également sur la permanence du maire. La prochaine permanence du maire aura lieu le 26 mars dans son bureau à l'hôtel de ville, et comme vous le savez, de 8h30 à midi, et comme vous le savez, c'est sans rendez-vous.
Enfin, dans l'actualité évidemment un peu moins joyeuse, le conflit ukrainien, qui évidemment occupe, on le sait, tous nos écrans de télévision. La ville de Lacanau s'est fortement mobilisée en faveur de la population qui fuit le conflit armé. De nombreux canolés ont participé à la collecte, en particulier des denrées qui étaient mises en place les 7, 8 et 9 mars dernier. Les services de la commune ont apporté un camion de 20 mètres cubes entièrement chargé de produits de première nécessité. Et notre réseau de bénévoles s'est tout de suite mobilisé pour assurer la prise en charge de tous ces éléments qui ont été apportés, avec en particulier un gros travail de tri. Nous avons également reçu plus d'une trentaine de propositions d'hébergement de familles canolaises à destination de familles ukrainiennes. Donc, toutes ces propositions ont été évidemment récoltées, recensées et transmises à la préfecture pour suite à donner. La ville se tient prête, évidemment, à accompagner aux besoins des familles qui arriveraient dans leur parcours administratif, mais également, pourquoi pas, l'accueil des enfants dans nos écoles. Donc là encore, je pense qu'on peut se tirer un grand coup de chapeau sur la solidarité et l'esprit de générosité des canolais qui, devant cette situation dramatique, ont répondu présent. On va le voir aussi dans notre conseil municipal de ce soir. Nous avons 2 points à l'ordre du jour qui concernent la situation en Ukraine. Voilà ce que je peux vous donner en termes d'informations. Et je vous propose donc, sans plus d'attendre, de commencer l'ordre du jour de notre conseil municipal. Alors, premier point à l'ordre du jour, c'est justement une motion de soutien et de solidarité envers le peuple ukrainien. Motion qui est à l'initiative du Sénat et que beaucoup de communes sont en train d'adopter au fil de leurs conseils municipaux. Donc je vais vous en faire la lecture. Le 24 février, le président de la Fédération de Russie a décidé de mener une opération militaire sur le territoire européen, engageant des forces armées terrestres, aériennes et maritimes sur le territoire de l'Ukraine, République indépendante. Au mépris du droit international et des efforts diplomatiques entrepris par l'Union européenne et ses alliés, la Russie a choisi de violer l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Les conséquences de ces choix seront importantes dans les mois à venir, y compris pour les citoyens français. Malgré cela, le peuple français, représenté par ses conseils municipaux, source de la légitimité populaire de notre République, apporte tout son soutien au peuple ukrainien. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes demeure au cœur du message universaliste porté par la nation française. Face à la difficulté de la situation et au temps incertain qui s'annonce, le conseil municipal de Lacanau soutient la ferme condamnation par la France de l'incursion militaire et des bombardements de l'Ukraine par la Russie et apporte tout son soutien au peuple ukrainien. Réclame des sanctions internationales à la hauteur des actions unilatérales de guerre, encourage le président de la République à poursuivre les efforts de coordination des diplomaties européennes pour garantir la sécurité du territoire de l'Union européenne et des pays membres de l'OTAN, et s'engage à favoriser l'accueil en France d'éventuels réfugiés ukrainiens. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des choses à ajouter sur cette motion que je vous propose de voter ce soir? Oui, Monsieur Mas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, très bonne motion. Je rappellerai juste aussi, parce que vous avez soulevé, mais peut-être que vous avez omis de le dire, c'est que effectivement vous avez dit qu'il y avait un engagement des canolés, mais on peut surtout aussi rappeler qu'il y a un convoi aujourd'hui de canolés qui est sur la route, certes qui est arrivé en Pologne et qui est je crois sur le retour, avec justement énormément de dons et de médicaments, un certain nombre d'éléments. Donc c'est vrai que je pense qu'aussi effectivement on sent l'engouement qu'il y a eu, la réactivité, parce qu'on voit qu'il y a il y a eu beaucoup de difficultés pour aller dans ces pays-là. Et finalement, l'association qui s'est mobilisée a réussi à mener un convoi, pour le moment j'ai l'impression à terme, et sur le retour. Donc on peut aussi se féliciter d'avoir ces associations en plus de l'engagement de l'ensemble des canolés. Voilà. Et pour la motion RAS. Très bien. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien. Mme Crombé s'abstient. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous les autres pour ce vote de cette motion. Je vous remercie. Alors, deuxième point de notre ordre du jour, ça concerne des cessions de parcelles. Des parcelles CZ34 et CZ35 à M. Frédéric Delavergne. Donc il faut savoir que ce sont des parcelles qui aujourd'hui appartiennent à la commune, évidemment, et qui sont louées à la société de M. Delavergne, la SARL AEL,
depuis 2020. Et il souhaite donc acquérir ces parcelles, en particulier pour y construire des hangars de stockage pour son activité. C'est des activités d'élagage et d'abattage, principalement. Donc il a été fait évidemment une expertise par les domaines du prix et la valeur de ce terrain, ce qui a amené une proposition d'achat qui lui a été adressée au prix de 59 715 euros, pour soit à peu près 45 euros le mètre carré, ce qu'il a accepté. Cette cession est assujettie aux conditions suivantes: l'exercice d'une activité artisanale unique, pas de revente possible dans un délai de 10 ans, et enfin, impossibilité évidemment de construire des locaux à usage d'habitation. Donc il s'agit aujourd'hui donc de valider cette cession. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, oui. Madame Crombé. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir où étaient les documents qui sont habituellement annexés à ce genre de délibération. Je veux dire les plans de situation et l'avis des domaines que l'on n'a pas. Merci. Effectivement, j'allais faire la même remarque en disant que cette fois-ci, on n'avait pas la situation et domaine. Bon, maintenant, je serais mal placé pour vous demander où est-ce que c'est situé. Mais c'est vrai que je rappellerai que autant je suis souvent, et notre groupe est souvent attaché au patrimoine foncier, autant là, effectivement, on sait que c'est sur la zone d'activité de la Meule. C'est un terrain qui était d'ores et déjà loué à la société pour son activité. Cette entreprise, effectivement, n'a pas été attributaire de l'eau dans le cadre des divisions de terrain qui ont été faites par la CDC. Donc, je trouve effectivement de bon ton pour rassurer le chef d'entreprise et l'entreprise qui emploie un certain nombre de personnels de faire cette cession qui va dans un sens économique et développement économique sur notre commune. Bien, merci pour lui. Quant aux documents, je ne sais pas pourquoi ça ne vous a pas été transmis, donc c'est noté, les services vous les enverront très rapidement. Il n'y a pas de problème. Je propose de passer aux voix. Alors, qui est vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Crombé. Et qui vote pour? Donc, tous les autres. Merci bien. Alors, troisième dossier. Donc là, c'est une demande de subvention dans le cadre de la DETR. Bon, c'est des demandes classiques à ces périodes de l'année, vous le savez. Donc, au regard des conditions d'attribution de la DETR, nous avons positionné cette année en investissement pour obtenir, comme type d'investissement pour obtenir cette DETR, l'agrandissement de notre hôtel de ville, qui, je vous le rappelle, donc, est un projet d'investissement qui se monte à 1 018 606 euros. Et donc, cela, si nous obtenons la DETR, nous permettra d'obtenir le plafond, à savoir 175 000 euros d'aide via ce mécanisme. Est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de subvention? Oui, Madame Crombé. Oui, l'annexe 2 détaille les travaux prévus. Les élus peuvent-ils être destinataires des plans et vues d'artistes de la réalisation? Écoutez, je note là encore votre demande et vous aurez votre réponse très rapidement. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Quatrième dossier, la création d'un budget annexe de lotissement appelé la Couster 3. Ça, c'est un dossier très important de ce Conseil parce que c'est un acte politique fort. C'est évidemment en réaction à la situation que nous connaissons tous, c'est-à-dire la pression foncière que nous connaissons sur notre commune, avec des besoins criants de logements, en particulier pour les cannolés. Et on le sait, aujourd'hui, les prix montent très fortement, ont beaucoup monté. Et la commune décide donc d'utiliser son foncier en étant acteur en direct, finalement, d'une activité, d'une œuvre de lotissement, de façon à pouvoir en maîtriser, évidemment, la destination. Donc, c'est ce qu'on appelle donc un lotissement communal. La réglementation nous impose pour ça de mettre en place un budget annexe qui va évidemment être le lieu où auront lieu tous les flux, entrants comme sortants.
Ça se trouve donc au niveau de la Coustère, à proximité évidemment du collège et de la future gendarmerie. Ça permettra en particulier de l'accession à la propriété, du locatif également, et de façon plus générale de l'immobilier abordable, puisque évidemment la grande différence avec des acteurs privés, c'est que nous n'aurons pas comme contrainte de rechercher l'optimisation financière de l'opération, même si évidemment le but du jeu, c'est pas non plus d'être déficitaire, mais on sait qu'il y a de la marge là-dessus. Donc voilà, c'est un acte très, très important. On espère en faire d'autres, de mettre en place d'autres dispositifs de cette nature, parce qu'aujourd'hui, c'est probablement le meilleur moyen justement de s'assurer comme ça une certaine maîtrise du foncier et de faire face à cette flambée de notre foncier, de notre immobilier à Lacanau. Qui a des questions ou des commentaires ? Oui, comme je l'ai dit en commission finance, effectivement, on ne peut aussi que valider enfin le choix d'un lotissement communal sur ce secteur, quel que soit le nom et la dénomination du lotissement. Donc ça veut dire que là, vous actez sur la notion de lotissement, donc division de terrain à bâtir pour que des propriétaires achètent et construisent leur maison, ce qu'on appelle terrain libre. J'ai soulevé aussi l'idée de travailler sur d'autres programmes d'aménagement sur des propriétés communales avec un OFS, donc un organisme de foncier solidaire, qui permet derrière d'avoir des BRS, excusez-moi pour tout ça, un bail réel solidaire. Donc en gros, le terrain est mis à disposition par une collectivité, voire vendu à un office, un OFS justement. Ce terrain, quelque part, ensuite, il est loué, voire il est différé dans le temps dans sa valorisation. Et le bail réel solidaire, c'est juste l'achat du bâti qui est construit sur ce terrain-là. Et je crois que si demain, Lacanau devait être innovant dans cette problématique foncière et de pression foncière pour les canolés, pour les administrés, pour les jeunes et moins jeunes qui veulent s'installer ou rester sur notre territoire, ça serait il y a d'autres parcelles communales, effectivement, ça serait de travailler plutôt que sur de la cession, vous connaissez mon point de vue, c'est de travailler sur un office foncier solidaire, qui est un organisme qui peut se mettre pour des EPCI, avec un bail réel solidaire, et ça serait très, très, très innovant. Aujourd'hui, il n'y a qu'un organisme qui est sur Bordeaux. Après, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine en France. Demain, si on fait la même chose à Lacanau, je peux vous assurer qu'on parlera aussi de Lacanau comme ça. Oui, non, mais on se rejoint là-dessus sur l'objectif, et je pense qu'effectivement, il faut être innovant devant ces contraintes-là. Donc, on est tout à fait dans cette démarche. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. On est effectivement tout à fait prêt à aller vers de l'innovation. Et encore une fois, c'est la première opération dans cette optique-là, mais il y en aura d'autres. C'est tout à fait dans ce qu'on veut faire sur les mois et les années à venir. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le 5e point du jour, c'est le gros morceau financier de la soirée, puisqu'il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Donc, comme vous le savez, c'est un débat qui ne fait pas l'objet d'un vote. Il s'agit juste d'acter la réalisation de ce débat. Donc, je vais vous en faire une présentation de ce rapport d'orientation budgétaire qui, vous le savez, au fil des années, s'est enrichi d'un certain nombre de lois qui ont défini de plus en plus d'informations qui doivent figurer dans ce rapport. Donc ça devient vraiment un document de projection et de stratégie financière assez structuré, assez solide pour les communes en France. Alors comme tous les ans, je vous en ferai une présentation, d'abord en commençant par le contexte international et national, et puis ensuite on zoomera sur la partie qui concerne notre commune plus spécifiquement. Vous aurez aussi un accompagnement dans mon dos, normalement, de quelques visuels. Alors déjà, sur le contexte international, évidemment, il est marqué par des mouvements assez forts. D'abord par un rebond de l'économie mondiale après les effets de la crise sanitaire. Vous le savez, surtout l'année 2020 a connu des récessions très brutales. L'année 2021 s'est traduit par une relance très forte, et 2022 jusqu'ici, et on verra qu'il faut garder, évidemment, il faut y mettre des pincettes à tout cela, mais normalement 2022 doit également être encore sur une dynamique de croissance assez élevée.
Tout ça a généré, et on l'a tous constaté, malheureusement, un contexte inflationniste qui s'est traduit par de l'augmentation des prix comme on n'en avait sans doute pas eu depuis très très longtemps. D'abord sur tout ce qui concerne l'énergie, mais pas que, toutes les matières intermédiaires, les semi-conducteurs, et on le voit bien aujourd'hui, ça a fait flamber beaucoup de secteurs d'activité, ont vu leur prix augmenter très fortement, et également des problématiques de délai, de livraison. On vit tout ça plus ou moins dans nos différentes activités. Autre élément qui commence également à frémir, c'est une évolution assez forte, une évolution en tout cas des politiques en matière de taux d'intérêt. C'est assez classique, hein, c'est un des corollaires. Quand il y a une inflation forte, un des leviers évidemment pour la maîtriser, c'est d'user du taux d'intérêt. Là aussi, on avait pris l'habitude de taux d'intérêt très très faibles, hein, quasi nuls. Et bien là, on le voit, les taux directeurs et les banques centrales commencent maintenant à repenser, évidemment, à augmenter les taux d'intérêt. On a une visibilité assez relative sur le sujet, mais ce qui est à peu près certain, c'est que dans les années à venir, évidemment, les taux d'intérêt sont sans doute plus élevés que ceux que nous avons connus. Et ça aura des conséquences, y compris sur nos finances. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, les derniers événements en Ukraine ont tendance à amplifier ces phénomènes, surtout le phénomène inflationniste. Bon, je vous fais pas un dessin sur la partie énergie et sur l'essence en particulier et les carburants, mais probablement qu'on peut attendre aussi des impacts en matière alimentaire, agricole. On sait l'importance en matière surtout de céréales de l'Ukraine. Donc voilà, on sait que maintenant on va être touché durablement là aussi par ce phénomène inflationniste lié à ce conflit. Pour ce qui concerne le contexte plus national, alors si on se met au moment où a été fait la loi de finances, c'est-à-dire en décembre, donc avant les événements en Ukraine, effectivement, il y avait une courbe de croissance pour le pays qui était annoncée autour de 4%, après une croissance de 6,3% en 2021. Vous avez sans doute dû entendre ces derniers jours que ce chiffre de 4% va forcément être révisé à la baisse sous l'effet des événements de la guerre en Ukraine, même si on n'a pas encore forcément le chiffre d'arrivée là-dessus. La loi de finances, de façon plus générale, pour les collectivités locales, ne change pas grand-chose en 2022, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une loi de finances qui se fait dans un contexte de fin de mandature présidentielle, donc forcément on ne fait pas de grandes révolutions à ce moment-là, et on est relativement stable, en particulier en matière de dotation. Vous savez que c'est une des choses qui nous impacte directement. Il reste les mécanismes de péréquation qui font forcément des petites variables, mais il n'y a pas de changement majeur par rapport à ce qu'on connaît depuis maintenant quelques années. À noter, et ça c'est un fait qui n'est pas négligeable, vous le savez, nos bases de fiscalité évoluent sous deux phénomènes. Le premier, c'est l'évolution liée évidemment au nombre de contribuables. Donc forcément, quand on gagne en population, les bases augmentent. Mais il y a également un ajustement des bases par rapport à l'inflation chaque année. Alors tous les ans, en général, on est autour de 1,5%. C'était relativement de faible impact. Évidemment, cette année, les bases évolueront à 3,4%. C'est l'indicateur qui est choisi et fixé au niveau du mois de novembre 2021. Donc, on n'est sans doute pas sur la réalité de ce que sera l'inflation en 2022. En tout cas, c'est celle qui nous est appliquée pour nos bases cette année. Enfin, il faut évoquer aussi le fait que, étant donné que c'est une année d'élection, il faudra voir la période de post-élection. On l'a connu dans le passé, on le sait tous, l'État est très fortement endetté, et évidemment la crise sanitaire n'a pas amélioré les finances publiques dans ce domaine. Dans le passé, très souvent, au lendemain des élections présidentielles, l'État avait tendance à solliciter les collectivités locales pour aider à rétablir ces situations. Donc, est-ce qu'on sera une nouvelle fois mis à contribution, comme ça a été le cas dans les années passées? Je ne sais pas. En tout cas, il faut s'y préparer aussi. Donc, probablement garder des marges de manœuvre en matière financière, c'est sans doute assez souhaitable. Après, ça peut être de multiples façons. Hein. Ça peut être sur les dotations. Maintenant, on a déjà connu des baisses très fortes, donc au bout d'un moment, de toute façon, il n'y aura plus grand-chose à nous reprendre. Ça peut être aussi sur le bouquet fiscal, hein, qui a déjà beaucoup bougé ces dernières années. Donc voilà, il y a plusieurs pistes. On verra bien le moment venu. Tout ça nous amène à la situation donc, de la Cano, et plus particulièrement de la stratégie financière. Donc la stratégie financière, qui vous vous en souvenez, je vous l'avais présentée l'année dernière, et elle a vocation à s'appliquer durant toute la durée du mandat, donc elle n'a pas changé. Hein. On reste sur ces mêmes principes financiers que nous souhaitons appliquer durant
Durant ce mandat, je vous les rappelle, d'abord sur la section de fonctionnement, elle se base sur l'idée qu'il faut maîtriser l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors quand je dis maîtriser, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas augmenter, hein. Il est logique qu'elles augmentent, ne serait-ce que sous l'effet de l'augmentation de la population et de la volonté constante d'améliorer les services publics, mais il faut évidemment que ce soit fait de façon maîtrisée. Et il est nécessaire qu'il y ait un corollaire en face, c'est-à-dire que les recettes, elles aussi, doivent être optimisées. Et toujours dans le souci de ce fameux effet ciseau dont je vous ai souvent parlé, qu'il faut éviter à tout prix. Ça se traduit à travers certains indicateurs dont je vous ai beaucoup parlé. Le premier, c'est l'épargne brute. Donc, c'est ce différentiel entre les recettes de fonctionnement d'un côté auxquelles on soustrait les dépenses de fonctionnement. Nous souhaitons donc que ce solde soit chaque année autour de 2,5 millions d'euros sur base compte administratif, hein, j'entends bien. Deuxième élément d'indicateur que nous souhaitons tenir, c'est le taux d'épargne. Donc le taux d'épargne, qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport entre justement cette épargne brute et l'ensemble des recettes de fonctionnement. En gros, quelle quote-part de mes recettes je consacre à mon autofinancement. Donc là, on souhaite que ce soit autour de 15%, ce qui est plutôt un taux très bon, hein. Beaucoup de collectivités rêveraient d'avoir ce type de taux d'épargne. Et tout ça doit se faire tout en maîtrisant évidemment la dimension de l'endettement et la dette. Et là, vous le savez, c'est l'indicateur de la capacité de désendettement qui est traditionnellement utilisé, c'est-à-dire la soutenabilité de la dette. Et cela, on souhaite se fixer comme maximum à ne pas dépasser 8 ans de capacité de désendettement, ce qui est très loin encore des seuils de vigilance ou d'alerte qui sont plutôt fixés autour de 10-12 ans. Voilà, c'est une marge de manœuvre qu'on souhaite se garder justement pour des événements qui seraient imprévisibles. Tout ça doit servir à quoi ? Tout ça doit permettre de développer un très ambitieux programme d'investissement structurant pour la Cano, qui sur ce mandat a vocation à se situer entre 43 et 48 millions d'euros. Donc c'est tout à fait considérable. Je vous rappellerai pour mémoire que sur le mandat précédent, on avait investi 36 millions d'euros. Je ne parle que du budget principal, ce qui était déjà un record historique pour la commune. Donc vous voyez, là, on va chercher quand même beaucoup plus loin. On est à plus de 10 millions par rapport à ce précédent record. Alors, quels sont les éléments un peu notables pour 2022 qu'il faut attendre en matière de dépenses de fonctionnement ? Sur les charges à caractère général, quelques éléments. Alors, un élément qu'on n'avait pas du tout vu venir et que beaucoup de communes en France, beaucoup de collectivités sont en train de découvrir, c'est-à-dire une politique du monde de l'assurance assez particulière qui a décidé en gros que le monde des collectivités locales n'était pas assez rentable, je ne dis pas déficitaire, je dis bien pas assez rentable, et ont décidé donc de résilier unilatéralement la plupart des contrats d'assurance. Donc quand on parle de contrats d'assurance, c'est vraiment à peu près tout, hein. Donc contrats d'assurance aussi bien pour les voitures, pour la responsabilité civile, pour les bâtiments, enfin voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'assurance. Donc c'est évidemment très problématique. On arrive à des situations ubuesques d'ailleurs de certaines petites communes qui n'ont pas du tout les moyens de trouver des assurances hors de prix et qui se retrouvent à ne pas pouvoir utiliser leurs véhicules parce que n'étant plus assurés et à devoir louer des véhicules pour pouvoir subvenir à leurs activités de services communaux. Donc c'est complètement fou. Alors l'Association des maires de France s'est saisie du problème, mais on est au tout début de la recherche de solutions. Donc à court terme, évidemment, on a été obligé de chercher, nous aussi à la Cano, d'autres partenaires en termes d'assureurs. Très dur à trouver. Seul un, finalement, répond aujourd'hui aux demandes parce que une part de son capital est publique. Probablement que c'est une des raisons. Par contre, à des prix complètement prohibitifs. Et donc, à court terme, ça se traduit pour cette année 2022 par une augmentation de 100 000 euros de nos dépenses d'assurance. Donc, c'est évidemment une très forte hausse qui n'était vraiment pas prévisible et qu'il va falloir absorber. Autre élément, évidemment, c'est l'inflation. Hein, donc, je vous l'ai évoqué au niveau national. Donc, elle se traduit, nous aussi, sur nos lignes budgétaires, en matière de fluides, en matière d'achats divers et variés. On subit, nous aussi, donc, ces augmentations de tarifs. Donc, c'est forcément des lignes budgétaires, on le verra au budget dans un mois, qui vont augmenter. À noter qu'il y a aussi, alors là, c'est une augmentation, c'est plus un retour à la normale qu'une vraie augmentation, mais par rapport aux 2 précédentes années, ce sont des vraies augmentations. C'est la volonté de relancer, après 2 années de crise sanitaire, notre animation culturelle, notre événementiel. Et peut-être que Cyril nous en parlera aujourd'hui ou au moment du budget. Donc ces postes-là, aujourd'hui, sont redotés très fortement après 2 années un peu en berne, contraints et forcés.
En matière de dépenses de personnel, c'est aussi une année un peu hors norme, puisque c'est l'année qui voit la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le fameux RIFSEP, qui va recueillir qui est appliqué avec une volonté très forte, là aussi politique, qui a été assumée par les élus, de mettre vraiment en place un vrai salaire minimum pour les agents canolés. Donc ça, c'était pas du tout obligatoire, mais on a souhaité le faire. Donc ça a un coût, mais on l'assume totalement. Enfin, les frais financiers, je l'évoquais tout à l'heure avec la tendance à la hausse des taux d'intérêt. Là aussi, dans nos projections, on est obligé du coup de l'ajuster et d'en tenir compte. Par ailleurs, on sait qu'on a un programme d'emprunt qui a vocation à augmenter dans les années à venir parce que les gros investissements du mandat débutent souvent par des études. C'est pas là où se font les plus grosses dépenses dans les premières années, mais on sait que c'est en milieu de mandat que les très grosses dépenses sur nos investissements vont sortir. Donc évidemment, le corollaire des deux va générer probablement des frais financiers en augmentation. Néanmoins, nos projections nous amèneraient à des frais financiers qui ne devraient pas représenter tellement plus que 2,3% des dépenses réelles de fonctionnement. Bon, ça reste à la marge, mais c'est vrai qu'on s'était habitué à avoir des frais financiers très faibles les années passées. Ce que je peux vous dire maintenant sur les recettes de fonctionnement, dans les principaux événements, ou en tout cas les grands principes de cette année 2022 qui s'annoncent. D'abord, vous énoncez le fait que les tarifs des services augmenteront en moyenne autour de 2%. On l'a souhaité qu'ils soient inférieurs à l'inflation, donc c'était un acte voulu. On part évidemment du principe qu'on aura le maintien des soutiens financiers de nos différents partenaires, départements, régions, caisses d'allocation familiale. Nous n'augmenterons pas non plus les taux d'imposition en 2022 pour la 6e année consécutive. Et enfin, concernant les bases, donc il y a une progression physique des bases donc liée à une augmentation des contribuables de 1%. C'est une moyenne d'ailleurs qu'on s'applique tous les ans et qui se révèle assez juste. Et ensuite, donc, il y a la fameuse revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales que je vous ai évoquée tout à l'heure et qui, elle, donc, sera de 3,4% cette année, liée à l'inflation. Et qui est donc une décision là, nationale. Tout ça nous amène... je suis derrière, oui. Donc tout ça nous amène donc à l'évolution des grands équilibres financiers de la commune. Donc vous avez dans mon dos le fameux tableau donc avec à la fois la courbe des dépenses, la courbe des recettes et les jauges bleues, c'est la fameuse épargne brute dont je vous évoquais. Vous voyez que les projections qu'on fait sur le mandat nous amènent à être dans les objectifs que je vous ai cités tout à l'heure. On est autour du 2,5 millions en épargne brute. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces deux courbes que vous voyez, la verte et la orange, restent à peu près parallèles. Et surtout, elles n'ont pas de tendance à se rapprocher ou à aller vers un croisement qui serait évidemment le fameux effet ciseau qui pourrait être très problématique. Tout ça se traduit par un tableau où on vous a résumé un peu les grands indicateurs, donc avec l'épargne brute. L'épargne nette, qui, je le rappelle, est en fait l'épargne brute auquel on a retiré le remboursement du capital de la dette de chaque année. Le stock de dette, qui, vous le voyez, effectivement, va suivre une courbe montante durant le mandat, puisque les gros investissements vont arriver en milieu de mandat. Mais ce que vous avez en CDD, qui est en fait donc la capacité de désendettement, l'avant-dernière ligne, reste, elle, tout à fait dans nos objectifs, puisque même en fin de mandat, on devrait être autour de 7 ans, donc on n'est même pas en train d'approcher les 8 ans. Et le taux d'épargne, lui, est très bon, on est au-dessus des 15% qu'on s'est fixé comme objectif. Donc on peut vraiment considérer que la commune de Lacanau a une santé financière très qualitative qui permet beaucoup de projets. Tout ça donc pour justement des projets nombreux, une montée en puissance des programmes d'investissement dans les années à venir. Alors, les rapports d'orientation budgétaire demandent d'indiquer l'état des APCP. Donc, vous savez, les APCP, c'est ces méthodes qu'on utilise depuis maintenant quelques années à Lacanau, c'est-à-dire des autorisations de programme et des crédits de paiement, c'est-à-dire en fait qu'on programme les investissements sur du pluriannuel, parce que les grands investissements, on l'a constaté, sont souvent évidemment s'étalent sur plusieurs exercices. Et donc, ces systèmes-là permettent de répartir année après année et de découper, si on peut dire, un investissement global qui, lui, se réalise sur 3-4 années. Et donc, vous l'avez en tableau. En plus de ces APCP, il y a évidemment beaucoup d'autres investissements indépendamment de ceux-là. On peut en citer dans le domaine, par exemple, alors, il y a d'abord d'autres grands investissements qui probablement généreront certains des APCP. On peut penser aux investissements sur le groupe scolaire de Lacanau-Ville. On peut penser à la création de la salle polyvalente à Lacanau Océan.
Et il y a aussi des dépenses du quotidien, ce qui touche directement le patrimoine communal. Il y a plusieurs familles, hein. On peut citer l'entretien du domaine public, et là on est sur à peu près un montant de 2,3 millions sur la période. La restructuration et la reconstruction de la voirie, qui est là aussi on est à peu près sur une enveloppe de même ampleur de 2,2 millions sur la période. La rénovation et l'enfouissement des réseaux d'éclairage, là on est quasiment sur 2 millions. Et enfin l'entretien du patrimoine bâti de la commune, hein, donc écoles, bâtiments sportifs, culturels, administratifs, et là aussi c'est à peu près 2,2 millions de consacrés. Bon, tout ça évidemment sera détaillé, et surtout les projets plus en détail au moment du budget. Bien évidemment, là ce ne sont que les faits les plus marquants qui sont décrits dans un ROB. Tout ça nous amène à la structuration, voilà, avec ce camembert de ces dépenses d'investissement. Donc, comment est-ce qu'il se finance? Donc, vous avez le camembert, donc vous avez évidemment l'autofinancement. Donc, ça, c'est ce qui découle directement de notre section de fonctionnement, c'est notre fameuse épargne brute. Vous avez ensuite tout ce qui va être subvention. On l'a vu tout à l'heure, régulièrement, on se positionne sur des subventions pour nos investissements, le plus possible. Et on a vu lors des précédents conseils, parfois même, on arrive à obtenir des subventions très importantes. Vous retrouvez aussi un certain nombre de bouquets de recettes dans lesquels, par exemple, on va trouver la FCTVA. Vous savez que sur les dépenses d'investissement, à la différence des dépenses de fonctionnement, nous récupérons la TVA, ou en tout cas une bonne partie de la TVA sur nos investissements. Donc ça génère évidemment une ligne de recettes l'année suivante. Vous avez le fonds de roulement qui est en fait un fonds tournant, hein, au fil des années, les cessions qu'on a évoquées tout à l'heure, et l'emprunt qui est en fait un peu la variable d'ajustement, si on peut dire, et qui, on peut le noter, sur notre projet d'investissement de PPI, donc, ne devrait représenter que 30%, ce qui veut donc dire que 70% des ressources pour financer les investissements, c'est nos ressources propres, ce qui est donc tout à fait considérable d'utiliser si peu le levier de l'emprunt. Ensuite, vous avez des éléments sur la structuration de la dette. Ça aussi, c'est des éléments maintenant aujourd'hui que la loi impose. Ça permet en particulier de voir le profil d'amortissement de la dette. En gros, on est sur une grosse décennie pour éteindre complètement les dettes actuelles. Alors, c'est assez théorique puisqu'en fait, l'emprunt est un roulement permanent, hein. On rembourse et en même temps, on emprunte. Mais ça permet en tout cas de voir que si, par exemple, il fallait du jour au lendemain se serrer terriblement la ceinture, on est à peu près engagé sur une dizaine d'années. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le budget principal. Maintenant, quelques mots des budgets annexes. Concernant le budget assainissement, on l'avait évoqué l'année dernière, on est sur un mandat où il y aura des investissements très importants en assainissement. Dès cette année, hein, on est à plusieurs millions d'euros d'investis. Autre élément sur la structuration de la dette, la courbe est très verticale, c'est-à-dire qu'on a une structuration de dette qui décroît très vite. Donc ça veut dire qu'assez rapidement, on pourra imaginer recourir à l'emprunt, même si à court terme, voilà, on est dans une stabilité là-dessus. Concernant l'eau, le budget annexe eau, lui, on est en termes d'investissement sur des montants autour de 650 000 euros d'investissement chaque année. Le capital de la dette, lui, est à 1,4 million, avec une courbe un peu moins verticale, donc ça s'éteint plus progressivement. Le budget annexe Golf, alors c'est un budget, vous le savez, celui-là qui est excédentaire, hein, et c'est normal, et il permet un reversement au budget principal. Ce reversement, historiquement, est à 320 000 euros. Il a vocation, évidemment, à être pérennisé dans les années à venir. Le budget camping. Donc, le budget camping, lui, va connaître en 2022 et en 2023 des investissements assez importants avec extension du camping et acquisition de mobil-homes. Et il va se l'autofinancer en grande partie puisqu'il a dégagé, des excédents durant les dernières années. Je vous le rappelle qu'on est en régie intéressée sur le camping. Le budget parking, lui, pas de changement majeur dans son fonctionnement cette année. On est revenu en 2021 à peu près à un niveau classique, en tout cas un fonctionnement classique post-Covid. Nous avons fini l'année à peu près autour de 1,1 million. On devrait être donc à peu près sur les mêmes sommes en 2022, donc entre 1,1 million et 1,2 million. Il a plusieurs finalités. D'abord, il alimente lui aussi le budget principal à hauteur de 270 000 euros en 2021 et ce sera reconduit en 2022. Et également, il va être sollicité pour des investissements et en particulier la mise en place du fameux pôle d'échange multimodal qui s'inscrit dans le cadre du projet ADS Front de mer.
et venir remplacer à terme les fameux parkings de front de mer. Le budget transport, vous le savez, lui est déficitaire puisque c'est un budget qui couvre le transport scolaire et que nous le souhaitons gratuit. Donc le budget principal abonde à hauteur de 60 à 70 000 euros pour équilibrer ce budget. Ce sera encore le cas cette année. Le budget forêt qui se porte bien, mais vous le savez tous, on est dans l'inquiétude par rapport quant à la liberté de la gestion de la forêt communale, par rapport à ce que souhaite faire l'ONF. La procédure est en cours, donc on sait que de toute façon ça va finir comme ça. On ne sait pas encore quand, mais à court terme, on est dans ces perspectives-là. Et enfin, donc notre nouveau budget annexe, le budget lotissement de la Couster 3, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, à ce stade, évidemment, on est au démarrage. Voilà cette présentation. Qui souhaite intervenir, poser des questions? Oui. Madame Leblanc. Oui, bonsoir. Alors, déjà, je me suis étonnée, j'avoue, du niveau de la présentation, dans le sens où c'était pas du tout comparable au ROB qui nous a été présenté l'année dernière dans la forme. Donc ça, c'est plus une question de globale et qui fait qu'il faut qu'on aille faire les recherches dans des sections où tout est complètement disparate entre la présentation de l'année dernière et cette année. Ensuite, par rapport aux rétrospectives, dans le ROB de l'année dernière, on avait une vision en fait qui reprenait 2014-2020 pour avoir quand même un petit peu le passé. Là, on l'a pas eu du tout dans celui-là. Donc, bon, toujours pareil, il faut avoir tous les éléments des années précédentes pour pouvoir comparer. Pour ce qui est des charges des charges à caractère général, en effet, vous avez indiqué qu'il y avait eu 100 000 euros d'augmentation liée au marché des assurances. Mais on peut constater, si on va chercher justement les éléments du ROB de l'année dernière, qu'on a une augmentation de plus de 10%. Alors, je pense que vous avez amené la réponse avec l'histoire des animations culturelles qui vont reprendre, ainsi que l'augmentation des fluides. Mais voilà, je voulais vérifier et avoir des précisions là-dessus. Pour ce qui est de la masse salariale, en revanche, on a quand même une maîtrise malgré la revalorisation, enfin malgré le RIFSEC. Et alors, je vais en revenir aux aspects de section d'investissement, puisque là, je m'en étais étonnée l'année dernière et malheureusement, ça continue et j'ai pas eu ma réponse l'an dernier. Donc, on avait l'an dernier un PPI qui se chiffrait de 39 à 44 millions. Donc là, je constate qu'on est passé de 43 à 48. Du coup, je voulais savoir, en effet, au-delà de l'extension de la mairie et des travaux prévus pour 1,4 million, qu'est-ce qu'il y avait vraiment de plus, puisqu'on n'a pas une vision exhaustive. Et toujours cette question de cession. Donc, vous avez dit tout à l'heure, vous l'aviez évoqué préalablement. J'ai dû louper quelque chose parce que j'ai pas ma réponse pour les 19% de financement par des cessions. Voilà, je vous remercie. Oui, alors, par rapport à ce ROB que nous avez présenté aussi en commission, effectivement, excusez-moi, parce que là, pour le coup, tout est numérique, donc on cherche les fichiers. Alors, c'est vrai que quand on rappelle le contexte international, du moins national et international, on sort d'une crise de Covid pour arriver à une crise en Ukraine. Et effectivement, par rapport aux autres années, on va se dire qu'aussi, on va être touché par une inflation relativement forte. Donc ça, on verra dans les années futures ou dans les mois qui suivent. L'an dernier, j'ai repris justement ce qu'on avait dit sur l'Europe de l'an dernier. Je dirais, effectivement, on pouvait se satisfaire d'une épargne brute importante. Donc là, ça semble être le cas, effectivement, aussi à 2,5 millions aussi. De toute façon, ce sont vos objectifs. On pouvait aussi se satisfaire sur un investissement qui était fort. Là, je reprends ce qu'a dit Hélène Leblanc. C'est effectivement, par contre, on va même au-delà maintenant jusqu'en 2026, vu qu'on va basculer entre 44 et 48 millions d'euros. Mais c'est vrai qu'on avait soulevé certains points où je trouvais qu'on était les parents pauvres dans l'investissement. C'était les points de réfection, de rénovation. On parlait de l'agenda 21 l'an dernier et je trouvais qu'il y avait quand même un déficit d'investissement sur nos rénovations de notre patrimoine communal et sur la rénovation du patrimoine routier. Bon, là, au vu de ce que vous dites, il y a quasiment 2 millions, là, pour le coup, le fichier, je ne l'ai plus, 2 millions, je crois, sur des infrastructures du domaine public et 2 millions quasiment sur des infrastructures de patrimoine et de bâtiments.
Donc, espérons que ces investissements-là seront faits. Je ne vais pas revenir constamment dessus, parce que là, ça fera la 3e délibération. Effectivement, 19% de ce budget ou de ce ROB-là participe à des cessions à hauteur de 19%. Bon, ben voilà, c'est encore une fois dont acte. Par rapport au ROB de l'an dernier, alors là, je n'ai pas les éléments en tête, mais j'ai l'impression qu'on a augmenté dans le montant des cessions par rapport à ce qui était prévu l'an dernier. Voilà. Donc, après, Donc, bon, maintenant, on ne va pas toujours dire les cessions. Effectivement, c'est aussi un point important. Moi, je vous l'ai dit en commission. Pour moi, la cession d'un patrimoine foncier communal, même si vous nous avez peut-être apporté des éléments de réponse sur cette valorisation, c'est quand même du patrimoine qui s'en va, et du patrimoine, aujourd'hui nous sommes là, mais demain nous allons léguer ça à nos enfants et aux administrés canolais. Donc bon, c'est toujours du patrimoine qui s'en va. Et après, pour revenir sur des budgets annexes, je vais juste retenir 2 budgets annexes qui sont celui de la forêt et celui de la régie des transports. Alors sur la forêt, moi je pense, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres sur le budget de la forêt. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a l'épée de Damoclès par rapport à la forêt soumise et l'investissement ou pas de l'ONF et justement la quote-part qui sera transmise. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, une valorisation du bois et des peuplements aujourd'hui qui existe. Donc, quand on regarde le prix du mètre cube de pin, parce que on a essentiellement du pin sur notre territoire, ne serait-ce qu'il y a un an, je ne parle même pas d'il y a 2 ans, et aujourd'hui, aux dernières ventes qui sont faites en février 2022, on va dire, c'est une forte explosion. Donc j'espère que sur le budget forêt, alors effectivement, si l'ONF nous en prend un peu, de la forte explosion, on aura peut-être une petite détonation, mais je crois qu'il faut rester très positif sur ce budget-là. Il serait intéressant vraiment d'avoir aussi, parce que la forêt, elle a été, on va dire, touchée, impactée, complètement détruite en 99. Maintenant, ça fait 22 ans, et effectivement, donc 22, 23 ans. Donc là, on arrive de nouveau dans des plans de gestion qui doivent permettre de générer réellement du résultat sur le budget forêt. C'est un budget, vous le savez, que j'essaie de regarder et de suivre, et qu'il faut vraiment valoriser. Pour ce qui est du transport, vous l'avez dit, c'est gratuit, tout est gratuit. C'est un budget qui n'est pas en équilibre, c'est un budget qui coûte. Mais je dirais qu'il faut aller au-delà, et on le voit en ces périodes relativement délicates, difficiles sur la mobilité, le prix de l'essence. On a quand même tenu des records. Je crois qu'il faut aussi aller au-delà de la mobilité avec, c'est vrai qu'en son temps, on proposait des navettes entre Lacanau-Ville et Lacanau-Océan. Et je crois qu'il serait quand même intéressant de pouvoir le proposer, parce que si on est peut-être nombreux à pouvoir se faire des allers-retours et se payer l'essence au prix qu'elle est, on sait aussi qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir se payer l'essence, et que ce soit jeune ou moins jeune. Donc, je dirais que cette année, une petite dynamique sur le transport, sur des navettes, sur des aides pour nos administrés à ce coût, je pense que ça serait quand même intéressant aussi. Voilà, ça, c'est des sujets qui nous ont opposés pendant des périodes électorales. Aujourd'hui, je dirais que c'est des sujets sur lesquels on va toujours essayer de batailler, parce que la mobilité est un point important. On a une commune éclatée et il faut réellement trouver des solutions pour nos administrés. Voilà. Pour ce qui est ensuite du débat, on pourra dire qu'il s'est tenu. Merci. D'autres personnes veulent intervenir, peut-être ? Bonsoir à tous. Je vais juste répondre par rapport à la remarque de Monsieur Mas par rapport au budget forêt. Effectivement, je vous rejoins. Donc normalement, si on passe en forêt soumise à l'ONF, donc les ventes à l'heure actuelle, l'État avait envisagé que l'ONF prenne 17% des ventes. Pour l'instant, ce n'est pas passé. Donc ça reste à 12%. Nous, pour anticiper, vous savez que normalement, on faisait une vente de bois à peu près en octobre-novembre. Cette année, ne sachant pas si nous allions passer en forêt soumise et quand, on a fait une vente sur une coupe rase au mois de février. Et effectivement, le prix du mètre cube a explosé. Donc, effectivement, on est un peu à l'abri grâce au prix du marché actuellement. Et c'est vrai que
Bon, nous, pour être tout transparent, ce sont que des scieries locales qui nous achètent le bois communal. Donc, c'est 3 scieries locales qui ont répondu à l'appel et les 3 avaient proposé des prix importants, effectivement. Merci. Plus d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Bien. Alors, pour donner des éléments de réponse... Alors sur le ROB, je ne sais jamais trop en fait si on perçoit bien la différence entre un ROB, un budget et un compte administratif. On est sur trois documents comptables qui sont quand même très différents et qui selon les années ne sont pas forcément... Alors déjà le ROB par définition il n'est pas en même temps que le budget, mais le compte administratif qui est plutôt justement le passé. Lui, il arrive effectivement au mois de mars en général. Donc en fait, un ROB, on peut pas attendre d'un ROB, par exemple, quand on parle de ligne budgétaire, ça n'a pas trop de sens sur un ROB. Un ROB, c'est avant tout une projection et une stratégie politique sur plusieurs années. Alors évidemment, l'année qui est la mieux maîtrisée, c'est l'année en cours, hein, l'année qui s'ouvre. Mais en réalité, par exemple, le détail sur tel ou tel investissement, ça c'est le but et l'objet du budget. Donc c'est dans un mois, hein, il ne faut pas attendre très longtemps. Quant au passé, c'est le compte administratif qui donne une photo, elle, par définition parfaite, puisque ce n'est plus une projection ni un projet, c'est une réalité. Donc là-dessus, alors après évidemment, le travail d'opposant, c'est souvent de mixer les 3 documents. Hein, donc c'est vrai que ça demande un peu de travail, c'est vrai. Donc on nous en voulait pas de pas faire votre travail à votre place hein, là-dessus. Hein. Je ne doute pas que vous soyez capable de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez normal que je vous fasse. Alors l'année dernière, c'est vrai, je vous avais fait une fleur, comme on était en début de mandat, j'avais voulu effectivement créer vraiment la transition entre le changement de mandat et donc je vous avais mis un peu un espèce de bilan du mandat écoulé et la projection dans le suivant puisque évidemment nous on l'inscrit dans la continuité ce mandat. Il y a une logique globale entre le premier mandat de 2014 jusqu'à 2020 et celui jusqu'en 2026. Donc c'est pour ça que c'était comme ça que j'avais présenté les choses pour qu'on puisse bien percevoir cet enchaînement logique entre les 2 mandats. Ensuite, donc ça voilà pour l'aspect présentation. Sur les charges à caractère général, bah oui, vous avez effectivement bien lu le rapport. Hein, donc l'évolution sur ces charges, c'est les raisons principales que j'ai citées et qui sont parfois assez importantes. La masse salariale, effectivement, il n'y a pas d'explosion de masse salariale puisqu'il n'y a pas de politique de recrutement massif, par exemple, ou de choses comme ça. Hein. On est surtout sur de l'amélioration du traitement des agents. L'évolution du PPI, effectivement, ça c'est une nouveauté par rapport au ROB de l'année dernière. Effectivement, la fourchette a augmenté et la raison est très simple. Hein, vous l'avez tous suivi ces derniers mois. C'est en fait le plan France Relance, puisque celui-là on ne l'avait pas du tout dans notre perspective évidemment il y a un an. Et le fait de pouvoir décrocher le plan France Relance pour le projet ADS Front de Mer, évidemment, ça nous a amené une arrivée de subventions considérables, hein, 4,5 millions, je vous le rappelle. Et ça a permis surtout, mais il y avait une condition évidemment à cette subvention, c'était d'accélérer l'investissement, puisque le plan de France Relance, l'objectif, c'est que les investissements aient lieu rapidement. Donc en fait, on a rapatrié une partie de notre PPI qui était prévu même aux frontières du prochain mandat. On l'a rapatrié, ce qui a fait gonfler d'un seul coup, évidemment, tout le projet ADS Front de Mer a pu être comme ça remis beaucoup plus tôt. D'où ce changement de cap, et c'est à peu près ça, hein, les 4-5 millions d'écart, vous les retrouvez comme ça assez facilement. Bon, alors après, il reste effectivement le débat éternel des sessions. Hein. Ça, effectivement, je crois qu'on sera jamais d'accord. Vous pouvez pas dire que j'ai pas fait des efforts pour essayer de vous l'argumenter, puisque j'avais même fait faire une étude au service qui vous montrait en fait que ce qui était certes cédé était d'abord ne pouvait pas être utilisé pour le fonctionnement. Ça, il faut qu'on soit tous bien d'accord, hein, puisque c'est comptablement pas possible. Donc c'était réinjecté dans l'investissement. Or ces investissements, très souvent, et on le voit, sont très structurants. Hein, quand on construit une crèche, une halle, on agrandit une mairie ou que sais-je encore, tout ça, évidemment, ça améliore et ça valorise le patrimoine existant. Donc quand on fait la différence des deux, on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas perdant sur ces sessions. Et en plus, ces sessions, c'est pas des sessions qui sont faites au doigt mouillé. Ça va souvent concerner, si on se souvient un peu de ce qu'il y a, souvent concerner des terrains isolés, des terrains qui, par exemple, sont pas très propices à ce qu'on fait sur le projet Couster 3. Parce que souvent loin des commodités, souvent pas forcément des parcelles très grandes, mais très valorisables. Et puis c'est souvent aussi nous qui les avons créés, ces éléments de patrimoine, en particulier avec le PLU. Hein, c'était des terrains qui n'étaient pas valorisés dans ces proportions-là avant le PLU. Donc quelque part, on ne fait que
qu'engranger ce qui a été créé, quoi. Donc voilà, on a beaucoup de choses comme ça. Et en plus, on le voit ce soir, ça n'empêche absolument pas en parallèle des vrais projets qui répondent aux problématiques effectivement foncières qu'on connaît, comme ce budget annexe de lotissement. Et comme je vous l'ai évoqué, ce n'est un premier projet de cette nature, il y en aura d'autres. Donc voilà, et on reste dans cette idée de se dire, on peut céder des terrains ou des endroits qui sont éloignés, qui n'ont pas d'intérêt général et qui n'en auront jamais du fait de leur positionnement géographique en général, pour pouvoir ensuite réinvestir cet argent dans des lieux beaucoup plus centraux qui accueilleront à terme, pourquoi pas, de l'espace public plus qualitatif et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une stratégie qu'on suit depuis maintenant 2014. On peut ne pas être d'accord, hein, c'est évidemment votre droit le plus strict, mais en tout cas, nous, notre stratégie elle est très cohérente là-dessus. Et encore une fois, quand on fait une analyse purement patrimoniale de la valeur du patrimoine communal, il s'est pas du tout appauvri depuis 2014, loin de là. C'est plutôt l'inverse, sans parler en plus de l'évolution du foncier, qui là aussi est pas complètement absente de notre action, hein, l'attractivité de la commune. J'ai tendance à penser qu'on y est aussi pour quelque chose. Je crois que j'ai répondu à peu près à la plupart des choses que vous avez demandées. Donc voilà. Oui. Moi, si je peux rajouter quelque chose par rapport au foncier, je voulais dire aussi que quelquefois, comme par exemple la Coustère, etc., ce sont des parcelles qui autrefois n'étaient que des parcelles boisées, qui appartenaient au plan de gestion de la forêt, etc. Et que on est toujours en recherche en fait d'acquisition, nous, de forêt. Alors c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous savez que les sylviculteurs, ils font pas, il y a pas en fait une agence qui nous dit il y a telle forêt à vendre, c'est que du bouche à oreille, mais que quand il y a des forêts à vendre ou des hectares à vendre, on se porte acquéreur si c'est possible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souhaiterait mener dans les années à venir et continuer, quoi. Oui, tout à fait. Dans notre fourchette d'investissement, il y a parfois des cessions. Hein. C'est pas forcément que de la construction ou de la voirie ou autre. Oui. Oui, si vous me permettez, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait aussi que la politique en matière d'aménagement et d'urbanisme va à l'encontre de l'étalement urbain. Donc ça veut dire qu'on est sur de la densification, j'ai pour habitude de dire de l'intensification urbaine. Ça veut dire que les parcelles que nous avons effectivement, à partir du moment où elles sont dans des secteurs qui demain pourront s'urbaniser ou pourraient s'urbaniser ou devront s'urbaniser, ce sont des parcelles communales. Effectivement, vous avez raison, si on pouvait aller acheter 10 hectares en lisière de l'urbanisation, faire de l'étalement urbain et autres, très bien, on l'achète aujourd'hui, c'est en constructif, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça l'est, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est pas la politique de l'aménagement. Et la politique de l'aménagement, elle est de travailler sur le cœur des villes, les centres-villes, et sur l'urbanisme existant, donc sur les parcelles et les propriétés foncières existantes. C'est là-dessus que peut-être qu'on ne se rejoint pas. Mais effectivement, sur le principe, vous avez raison, si on n'avait pas la politique urbaine qu'on a aujourd'hui. Enfin, on se rejoint quand même sur ce qu'on fait, parce que précisément, on travaille là directement sur de l'intensification dans le bourg, par exemple. Enfin, les derniers projets qui sortent de terre aujourd'hui, ils sont là. Hein. Et on le sait bien, de toute façon, on peut plus faire ce qu'on veut. Hein. Les services de l'État sont plus que tatillons sur le sujet. Donc, non, sur l'objectif, on se rejoint. Alors après, c'est plutôt la méthode qui semble plutôt diverger, si on peut dire ça comme ça. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a plus personne qui souhaite participer au débat, actons donc qu'il a eu lieu. Je pense qu'on peut acter. Et puis, je propose de passer donc au dossier suivant. Donc, le dossier numéro 6. Donc, c'est le deuxième dossier qui concerne la crise ukrainienne, hein, la guerre en Ukraine, puisque là, nous proposons tout simplement que la commune fasse une aide financière directe donc à destination du peuple ukrainien, en passant par le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, ce qui évidemment offre un certain nombre de sécurités. Ça permet de garantir la gestion par des agents d'État experts. Ça permet d'assurer que ces fonds seront effectivement utilisés afin de contribuer à une réponse française coordonnée et adaptée, et de veiller évidemment à la traçabilité de ces fonds que la collectivité ne serait pas reversée. Et donc nous vous proposons ce soir de faire un don de 5 000 € par ce biais-là. Voilà. Je ne sais pas qui souhaite intervenir. Commentaires, remarques, personne. Bon, je vous propose donc de passer au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, on arrive au dossier numéro 7, et je vais donc passer la parole à Hervé Cazenave. Ça concerne la constitution d'un groupement de commandes, de mesures et informations sur les plages. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule.
Bonsoir. Depuis 2020, les communes du Lège, le Porge et Lacanau ont engagé par l'intermédiaire du GIP une étude visant à définir une stratégie d'accueil sur les plages proches de la métropole. L'objet de cette étude a été d'une part de déterminer de grands principes d'intervention sur les sites et d'autre part de se doter d'une feuille de route opérationnelle. Au terme de cette étude, 4 grands axes de travail ont été définis. Donc, le premier, c'était se doter d'une capacité de mesure de flux pour informer et piloter. Le deuxième, de répondre aux pressions et accompagner les évolutions par la construction partenariale des alternatives en matière d'offres. La troisième, de planifier les nouvelles offres de mobilité pour faciliter et fluidifier l'accès et préserver l'environnement. La quatrième, anticiper les besoins en matière de nouvelles offres de plage en portant et en incarnant une image de nouvelles plages. Ça. Durant l'été de 2021, les 3 communes ont souhaité travailler sur l'axe 1 et recueillir des données sur la fréquentation afin d'objectiver la notion d'affluence et de surfréquentation. La première expérimentation s'est portée sur un dispositif de comptage et de remontée d'informations. Suite au retour d'expérimentation, le comité de pilotage a conclu sur la nécessité de poursuivre et d'affiner cette démarche pour l'année 2022. En 2022, les communes de Carcan et l'ONF pour la commune de Lattès de Buch ont souhaité rejoindre ce groupe de travail. Donc, dans un souci de cohérence technique et afin de réaliser des économies d'échelle, les communes et le GIP ont décidé de constituer un groupement de commandes. L'objet est l'équipement de dispositifs de mesure et de la fréquentation et de remontée d'informations sur les différents sites. La convention constitutive du groupement de commandes fixe les modalités et le fonctionnement et définit le rôle tant de son coordonnateur que de ses membres. Donc vous êtes invité à délibérer pour adhérer au groupement de commandes et autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement qui est en annexe. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Monsieur Mas. Juste parce que apparemment la délibération par rapport à ce qu'on a vu l'autre jour aussi en commission, c'est que, hop, je remets les lunettes, c'est les mesures de la fréquentation, mais on était sur des mesures de véhicules, parce qu'au départ, moi je croyais que c'était même des mesures à la personne. On n'est pas sur les fréquentations des plages à la personne, on est sur des mesures de fréquentation véhicules. Oui, voilà, ce sont la circulation, les véhicules, la fréquentation sur les réseaux et la façon dont ils accèdent ou ils stationnent sur nos plages. Donc en fait en 2021, on a mesuré les flux sur les différents axes entrant sur Lacanau et avec effectivement, pour faire une aparté sur Lacanau, on n'a pas de problématique sur l'arrivée des gens sur Lacanau. La problématique se retrouve sur le départ et tout le monde part en même temps le soir à partir de 18h, d'où en fait un engorgement du réseau routier. Donc pour 2022, c'est de travailler effectivement sur ces flux automobiles, plus précisément pour savoir, une fois qu'ils sont dans Lacanau, vers où ils se dirigent et sur quel parking ils vont stationner, soit le Super Sud, soit le Nord ou en centre-ville. Voilà, tout ça toujours avec pour nous l'objectif de pouvoir travailler sur notre PEM et notre parc de mobilité, de façon à pouvoir ensuite mettre en place les navettes ou éventuellement d'organiser les déplacements dans le centre au niveau de Lacanau. Oui, d'ailleurs, les navettes, ça me fait penser à un lien par rapport à... J'avais pas répondu effectivement sur ça. Oui, alors nous, on a en fait là-dessus, on a des projets qui sont proches, hein, puisque nous, on appelait ça des navettes interquartiers, et c'est bien en projet. Hein, alors, ça sera pas pour 2022 parce qu'il faut un peu de temps de concertation. En particulier, on veut mêler la population à cette réflexion. Mais oui, l'objectif dans ce mandat, c'est bien de mettre en place des navettes interquartiers, dont la forme, le format, et tout ça est à débattre assez largement, mais c'est bien dans l'objectif. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération ? Non. Je vous propose de la mettre au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, deuxième délibération
pour Hervé, qui concerne donc la mise à disposition d'un agent auprès du CIVU pour la surveillance des plages et lacs du littoral girondin. Oui, donc c'est quelque chose qui se fait tous les ans, hein, cette convention, c'est-à-dire que le CIVU, le syndicat à vocation unique, qui consiste au recrutement des sauveteurs pour l'ensemble des communes du littoral, n'a pas de service administratif pur et donc s'appuie sur la commune de Lacanau, entre autres, puisque le maire en est le président. Et donc l'objet, c'est que le temps passé par notre agent communal, donc à travailler pour le CIVU, sera facturé au CIVU et le CIVU remboursera la commune sur le temps passé par l'agent communal. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette délibération? Non. Très bien. Je propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la convention annuelle d'objectifs avec l'ALEC et je passe la parole à Madame Alexia Pacaille. Merci. Oui, donc en 2019, la ville de Lacanau et l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole bordelaise et de la Gironde, donc l'ALEC, ont noué un partenariat au travers d'une convention qui vise la mise en place du Conseil en énergie partagée. Donc en effet, dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles politiques en matière d'énergie énergétique, donc notamment à travers notre agenda 21, la ville avait fait le constat de la nécessité de disposer d'un conseil neutre, indépendant et impartial quant à l'analyse de la situation en matière énergétique et aux solutions et conseils pouvant être apportés pour l'amélioration de cette situation. Au terme donc de ce diagnostic, dont le rapport nous a été livré fin 2021, s'est dégagé un programme d'action à engager pour d'une part approfondir le diagnostic énergétique par un bilan complémentaire et le lancement d'études d'opportunité, et d'autre part planifier la réalisation d'actions de performance énergétique. Donc le programme 2022 porte sur des études d'opportunités en énergie renouvelable et réseaux de chaleur, suivi d'un accompagnement de la ville de Lacanau à la conception et la réalisation des projets. Également par l'extension du diagnostic au niveau du gymnase de la Cousteyre et à l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes du bois de Sémillan. Ce dernier a également fait l'objet d'un dossier à l'appel à manifestation d'intérêt santé du département. Donc, s'il est lauréat de ce dossier, il sera couvert par cet audit et non dans la présente convention. Ensuite, l'accompagnement et la mise en place des préconisations ne nécessitant que peu ou pas d'investissement issus du rapport du Conseil en énergie partagée initial, c'est-à-dire une optimisation tarifaire des abonnements. Également l'accompagnement pour un diagnostic approfondi avec des plans d'action au niveau de la salle des fêtes du COSEC et du pôle de l'Aiguillonne, parce que suite au diagnostic qui nous a été remis, il s'agit de comprendre en fait les consommations importantes au niveau de ces deux bâtiments qui nous paraissent anormales au regard de leurs caractéristiques et de leurs usages. Donc on a demandé un diagnostic plus approfondi. Également une démarche d'accompagnement pour le développement du photovoltaïque en toiture sur les bâtiments publics. Et enfin, une analyse économique et environnementale du passage de certains sites à des contrats énergie verte. Certains y sont, mais pas tous. Donc, je précise que la nature des missions assurées par l'ALEC relève uniquement du conseil et de l'accompagnement et non de la maîtrise d'œuvre. L'adhésion à l'ALEC permet de soutenir le programme d'action annuel de l'agence ainsi que de participer au réseau d'échange qu'elle anime. La contrepartie financière de la commune pour cette collaboration avec l'ALEC est comprise entre 3 120 € si ils nous font le diagnostic de l'EHPAD et 2 400 € si l'EHPAD est pris en charge par l'autre audit. Donc, vous êtes invités à délibérer pour approuver le renouvellement de l'adhésion de la commune à l'ALEC, approuver la convention annuelle d'objectifs et autoriser Monsieur le maire à signer cette convention d'objectifs 2022. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, Monsieur Mas. Je me permettrai de faire le même commentaire que j'ai fait en commission d'urbanisme avec Monsieur le maire.
c'est que c'est dommage qu'on n'ait pas travaillé avec vous, parce que ces analyses et ces études, on les a faites entièrement sur tous les sites communaux dans le cadre de la campagne. Donc effectivement, on a déjà une approche par rapport à ce qui est potentiellement faisable ou pas. Donc c'est peut-être là où, même si je suis tout à fait favorable, et je pense qu'on est très favorable à cette signature de convention, mais je dirais, vous savez, c'est qu'on peut encore une fois être divergent sur certains sujets, mais il y a des sujets qui touchent justement la transition énergétique, l'environnement, le développement durable et autres, le fameux Agenda 21, sur lequel on ne pourra que valider. Donc je pense que travailler en équipe, ça serait en équipe élargie, ça serait bien. Merci. Madame Crombé. Bon, dans la mesure où cette convention est annuelle, l'annexe technique ne mentionne que les actions menées en 2022. Les bâtiments listés sont tous situés sur la Canoville. S'agissant des bâtiments municipaux implantés à la Canocéan, ont-ils déjà bénéficié d'une telle mesure ou bien est-ce prévu pour les années suivantes ? Oui, donc en fait, le diagnostic qui nous a été donné en fin 2021 a concerné tous les bâtiments communaux, qu'ils soient à la Canoville, qu'ils soient au Moutchik ou qu'ils soient n'importe où sur la commune ou à la Canocéan. Et là, en fait, on a demandé des précisions sur certains où les chiffres nous paraissaient vraiment importants. Donc là, c'est plus pour des précisions sur certains endroits et après sur des opportunités de toiture, sur des précisions sur d'autres endroits et des faisabilités. Merci Alexia. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ? Non. Moi, je vous propose de passer au vote. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, maintenant, nous passons à la délibération numéro 10, qui concerne le renouvellement de l'adhésion à l'association Aquitaine des achats publics responsables. Donc l'an dernier, en 2021, la ville de Lacanau a décidé d'adhérer à l'association Aquitaine des achats publics responsables dans le cadre de sa politique de développement durable, incarnée bien sûr par l'Agenda 21. Cette association a pour objet d'accompagner les structures de Nouvelle-Aquitaine soumises au code de la commande publique à la mise en œuvre d'achats éco-responsables. Les objectifs sont les suivants: susciter l'intérêt des acheteurs, que ce soit les élus, les équipes de direction, les services techniques, les services administratifs et en charge des démarches de développement durable et éco-responsable. Également accompagner et faciliter la réalisation des achats, valoriser les retours d'expérience et également favoriser les échanges entre les membres en particulier et les autres acteurs. L'intégration de ce réseau nous a permis, au niveau de la ville, de bénéficier en 2021 de formations qui ont concerné la commande publique durable, la santé environnementale, donc principalement au niveau de la santé pour la petite enfance, et également la restauration collective publique, donc c'est-à-dire les cantines scolaires, les cantines des crèches et de l'EHPAD. Voilà, donc le conseil municipal est invité aujourd'hui à délibérer pour décider de renouveler cette adhésion pour l'année 2022, sachant que la cotisation s'élève à 220 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Non. Je propose de passer aux voix. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 11, modification du tableau des emplois permanents. Et je passe la parole à Madame Corinne Fritsch. Bonsoir. Donc, par délibération en date du 28 septembre 2017, la ville de Lacanau s'est dotée d'un nouveau tableau des emplois permanents recensant l'intégralité des emplois de la collectivité. Le tableau des emplois permanents doit être mis à jour selon l'évolution des effectifs de la ville. Donc, la présente délibération propose la modification du poste de responsable enfance et vie scolaire et ouvert au cadre d'emploi des adjoints d'animation à temps complet afin de l'ouvrir au cadre d'emploi d'animateurs territoriaux et des rédacteurs territoriaux suite à la réussite au concours d'animateurs et de rédacteurs de l'agent occupant le poste. Ce poste correspond à de la catégorie B. L'agent recruté pour sa compétence a été invité à passer le concours et l'a réussi avec succès
ce qui permet sa nomination et l'adéquation de son grade à son poste. Ensuite, il y a la modification d'un poste de chargé de communication ouvert au cadre d'emploi des attachés territoriaux à temps complet pour l'ouvrir également au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. L'agent contractuel occupant le poste étant dans une démarche de réussite au concours de catégorie B correspondant au poste occupé. La modification du poste d'assistante de direction de la DSEJS afin d'en modifier l'intitulé en assistante de direction et responsable du pôle administratif de la DSEJS. En effet, le poste comprend désormais une part d'encadrement, notamment des agents assistants administratifs du pôle de l'Aiguillonne. La création d'un poste d'éducateur sportif ouvert au cadre d'emploi des adjoints d'animation à temps complet. Cette création s'inscrit dans une dynamique de développement de l'offre sportive proposée par la collectivité à ses administrés. Et enfin, la suppression d'un poste à temps complet de responsable adjoint du service entretien et restauration ouvert au cadre d'emploi des agents de maîtrise et des techniciens territoriaux suite au transfert vers l'EHPAD au poste de gouvernante de l'agent occupant précédemment ce poste dans le cadre d'un reclassement professionnel pour raison de santé. Cette délibération ce projet de délibération avait été présenté en comité technique et a reçu un avis favorable. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, Madame Crombé. Oui. J'avais déjà noté l'utilisation dans vos convocations en commission de ce qui s'apparente à de l'écriture inclusive. Vous réitérez cela dans cette délibération. Est-ce une coquille ou pas? Sur le principe, quelle est la position de la majorité actuelle sur l'usage de l'écriture inclusive dans ces textes officiels? Si vous aviez été en comité technique, Madame Crombé, vous auriez eu votre réponse par le président du comité technique. Je l'attends de vous-même, Madame Fritsch. Écoutez, vous l'aurez en comité technique la prochaine fois. Non, mais je peux lever le suspense quand même. Il est évident que dans la commune de Lacanau, nous ne pratiquons pas l'écriture inclusive. Donc soyez totalement rassurés. Et ça fait au moins un point commun entre vous et nous. Vous voyez, ça peut arriver. Pas d'autres commentaires sur cette délibération? Bon, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Délibération suivante, la 12e. Donc, désignation d'un conseiller de prévention et d'assistant de prévention. Donc, dans le cadre de sa politique de ressources humaines, la ville de Lacanau a mis en place une démarche de prévention des risques professionnels avec le double objectif de réduire l'exposition des agents à ces risques et de lutter contre l'absentéisme. En application du décret numéro 85-603 du 10 juin 1985, des assistants de prévention doivent être nommés dans chaque collectivité en interne ou par une mise à disposition. Ce réseau de prévention est coordonné par un conseiller de prévention. La présente délibération vise à autoriser le maire à nommer un conseiller en prévention, coordonnateur, ainsi que des assistants de prévention. Donc, ça avait été fait en CHSCT du 23 septembre 2020. Je crois que c'est marqué dans la délibération. Et dans la délibération, il manque juste, vu l'avis de la Commission Finances, Marchés Publics et Ressources Humaines du 9 mars 2022. Voilà. Et vous avez les lettres de cadrage qui sont en annexe également par rapport aux conseillers et aux assistants de prévention. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Alors, je vous propose de voter cette délibération. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, dossier numéro 13, autorisation d'accueil d'apprentis au sein de la collectivité. Donc, la présente délibération propose d'autoriser le recrutement d'une apprentie au sein du service enfance et vie scolaire.
En effet, désireuse d'accompagner vers l'emploi et de former les personnes, la collectivité a décidé de former une apprentie au sein du service enfance et vie scolaire pour l'année scolaire 2022-2023. Ce dispositif débute après la fin du précédent contrat d'apprentissage au sein de la collectivité qui a abouti au recrutement de l'apprenti formé sur un poste permanent vacant au sein du service des sports. Alors ce projet de délibération a été également présenté en comité technique et a reçu un avis favorable. Merci. Et également, il manque le vu Oui. sur la délibération de la commission finance. Comme la précédente, oui, effectivement. Voilà. Est-ce que oui, Monsieur Mas. Ça a été dit par Corinne Frisch, donc j'allais rappeler qu'il n'y avait pas vu la commission, parce que j'allais dire vu. Comme j'avais dit en commission aussi, je trouve cette approche assez vertueuse de prendre des apprentis. Après, mais ça m'a été rappelé en commission, c'est que prendre un apprenti, c'est bien. L'objectif, c'est aussi de le former, mais si on peut, de le garder. Bon, là, effectivement, c'est sur une année, parce qu'on délibère par année. Mais ensuite, ce qui sera intéressant, c'est de voir tous les apprentis qui seront passés dans la collectivité, que ce soit dans leur service ou d'autres, savoir aussi ceux qui demain seront des employés ou resteront sur notre territoire. Tout à fait. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 14, désignation d'un délégué à la protection des données mutualisées, le syndicat mixte Giron Numérique. Et je passe la parole à Monsieur Jérémy Boisson. Bonsoir à toutes et à tous. Délibération simple que l'on avait déjà vue il y a quelques temps. Donc pour rappel, en décembre 2018, la commune a adhéré au service numérique mutualisé à caractère facultatif proposé par Giron Numérique. En vue de pouvoir profiter de toutes les aides que le syndicat mixte peut apporter, et notamment une de ces aides qui est assez importante et qui relève de la loi, puisque en avril 2016, le règlement général pour la protection des données avait été voté, et donc doit être appliqué, notamment par la commune. Et donc pour cela, il nous faut désigner un délégué à la protection des données mutualisées, délégué qui a déjà été désigné donc en 2018, donc qui est Monsieur Joachim Jaffel, qui est responsable administratif, juridique, financier du syndicat mixte Giron Numérique. Cependant, il nous faut aussi dans la commune donc des agents de liaison avec ce délégué. Jusqu'à présent, un des agents de liaison était Julie Maléco, qui nous a quittés, et donc nous devons remplacer Julie. Et nous proposons donc ce soir que ce soit messieurs Dominique Ledreff et Jean-Marc Degosse en tant qu'agents de liaison avec Giron Numérique en coordination au sein de la commune de Lacanau. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Je propose de voter. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 15. Contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation du multi-accueil de Lacanau Océan. Modification en cours d'exécution. Donc c'est une délibération qui suit la délibération que nous avons prise en novembre dernier quant à la gestion des différentes structures multi-accueil de Lacanau, puisque nous avons choisi une délégation de service public qui va couvrir les 2 crèches, sauf que la délégation de service public que nous avons décidé devra commencer en mars 2022. Donc nous devons repousser la convention actuelle pour la crèche de Lacanau Océan, l'allonger d'1 mois. Donc nous vous invitons à délibérer pour approuver le projet de modification en cours d'exécution numéro 1 au contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation de multi-accueil de Lacanau Océan conclu avec l'association Brin d'Éveil le 24 août 2017. Et autoriser Monsieur le maire à signer la modification en cours d'exécution numéro 1 au contrat d'affermage pour la gestion et l'exploitation du multi-accueil de Lacanau Océan conclu avec l'association Brin d'Éveil, annexée à la présente délibération. Et donc repousser, excusez-moi, je vais reprendre la date. Voilà, le futur contrat donc sera conclu au 1er janvier 2023. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Et donc c'est de pousser jusqu'au 1er janvier, oui, c'est ça.
Jusqu'à fin 2022, oui, 31 décembre 2022. 30 novembre 2022, je vais y arriver, pardon. Oui, Aujourd'hui, il arrive à échéance au 30 novembre et voilà. on le repousse au 31 décembre 2022. En fait. C'est ça. Merci Jérémy. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Madame Leblanc. Pour l'enregistrement, par contre, on vous entendra sans doute pas. Hein. Oui, je me permets, comme je suis fortement opposée à ce projet de délégation de service public qui, de surcroît, intègre la crèche de la Canoville, par acquis de conscience, je ne peux que m'opposer à cette délibération. Oui, bien sûr, c'est la conséquence technique, en fait, finalement, du sujet qui a été déjà débattu. Et... Très bien. Il y a d'autres commentaires, remarques? Non. Je propose donc de passer aux voix. Donc, qui vote contre? Madame Leblanc et Madame Lescombe. Très bien. Qui s'abstient? Très bien. Et donc, je vous remercie pour tous les autres. Ça nous amène au dernier dossier de cette soirée. Il s'agit donc du bail de location du golf UCPA, protocole de résiliation. Donc, on en a parlé tout à l'heure très très rapidement dans le ROB, mais vous savez que l'un des 3 golfs de la commune de Lacanau n'est pas sous délégation de service public, justement, et sous un protocole de convention. Donc l'historique, la commune de Lacanau est propriétaire d'un golf, donc dit golf du Baganet, situé aux abords immédiats du pôle sportif de l'Ardilouse. Le golf, au même titre que le pôle de l'Ardilouse, appartenait originellement au syndicat mixte de la zone d'aménagement touristique de Lacanau. L'accession à la propriété de cet ensemble par la commune s'est faite en 2 temps. Un premier transfert de propriété a eu lieu en 1997 suite à la dissolution du syndicat. La commune s'est vue transférer gratuitement la part indivisée de ce dernier sous forme de possession réelle et de baux en indivision avec le département. Le deuxième transfert a eu lieu en 2017, le département ayant également gratuitement transféré la propriété de sa part indivisée à la commune. Le golf, objet du présent protocole, donc c'est le protocole qui est annexé, a été mis en location par le syndicat anciennement propriétaire dans le cadre d'un bail de location conclu avec l'UCPA le 22 décembre 1987. Compte tenu du transfert de propriété opéré par le syndicat et la commune en 1997, cette dernière a poursuivi le bail en cours en tant que nouveau contractant de l'UCPA. Ce bail a été conclu pour une durée de 40 ans, soit jusqu'au 31 mars 2027, et est susceptible d'être renouvelé par tacite reconduction. Il vise l'occupation d'un parcours d'entraînement de 9 trous, d'un practice, d'un putting green, d'un green d'approche, d'un green bunker et des bâtiments à usage et vestiaires et sanitaires, rangement et stockage de matériel, bureau d'inscription et de gestion, le clubhouse et le parking. L'équipement doit aujourd'hui faire l'objet d'importants travaux d'investissement, notamment au niveau de l'arrosage. Il apparaît que le bail conclu en 1987 n'est pas adapté à la réalisation d'importants investissements, dans la mesure notamment où il ne prévoit pas de répartition précise des charges entre les parties. Les parties ont donc convenu de procéder à la résiliation anticipée du bail pour motif d'intérêt général et se sont donc rapprochés pour convenir des modalités de résiliation de ce bail. La commune a engagé une réflexion sur la gestion future de cet équipement. Donc on le verra, soit régie, bail, concession. De toute façon, on délibérera pour cette question-là. À cet effet, par décision du maire en date du 29 septembre 2021, la ville a fait appel à un cabinet d'études pour l'assister et l'accompagner dans cette réflexion. La résiliation interviendra à l'issue de cette réflexion et au plus tard, le 31 mars 2027. Donc, voilà. Le conseil municipal de la commune de Lacanau est invité à délibérer pour approuver le protocole de résiliation du bail de location du golf du Baganet signé le 22 décembre 1987 entre le syndicat mixte d'aménagement touristique de Lacanau et l'Union nationale des centres de plein air, UCPA, et autoriser monsieur le maire à signer le protocole de résiliation de bail de location du golf signé le 22 décembre 1987 entre le syndicat mixte et l'UCPA. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, monsieur Mas. Est-ce que je pourrais avoir juste un petit éclaircissement? C'est ce qu'aujourd'hui on avait une convention ou un protocole d'accord jusqu'en 2027, c'est ça? Vous travaillez sur une convention de résiliation et qui doit être signée
au plus tard le 31 mars 2027. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle se signera, vous pouvez envisager la signer dans les 6 mois qui arrivent ou l'année qui arrive, ou est-ce que vous êtes parti pour faire glisser jusqu'à la fin du protocole, jusqu'en 2027, et ensuite de relancer, au même titre qu'il peut se relancer d'autres DSP, peut-être sur le Golfe, après ou est-ce que c'est 2027, parce que la date est quand même marquée dans la Convention, donc c'est... moi, j'arrive pas à comprendre le laps de temps entre 2022 et 2027, en fait. Voilà, c'est juste ça. C'est juste pour respecter la Convention, mais évidemment, il y a de grandes chances que ça arrive avant. S'il n'y a pas d'autres questions, donc effectivement, il faut vraiment retenir que c'est une mesure technique qui permet en fait de se projeter sur les investissements nécessaires. En fait, il n'y avait pas 50 possibilités. Et ça nous laisse le temps de décider. Exactement, de choisir. tout à fait. Mais je vous propose de la passer aux voix. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, ça clôture notre ordre du jour. Vous indiquez qu'une des conséquences positives de la levée des contraintes sanitaires nous permet de vous convier du coup de nouveau à un buffet de fin de conseil. On sera ravis de pouvoir continuer les discussions éventuellement. Et pour tout le monde, je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous remercie de votre présence.